Ça y est, ça arrive. Je vois Sandrine qui est disponible. On va pouvoir commencer et enchaîner. On a pris un petit peu de retard dans le programme, donc on va enchaîner directement. Bonjour Sandrine, je pense que Nicolas et Émilie arrivent tout de suite. Bonjour, bonjour, tu m'entends? Je t'entends très bien et je sais que tu as suivi très attentivement le webinaire depuis le début. Bonjour Exact. Nicolas également. Bonjour. Et Émilie arrive dans un instant. Merci de participer tous les trois à ce webinaire consacré au podcast de sport. Merci à vous d'y assister, de nous rejoindre peut-être ou d'y assister depuis 1h20 désormais. Bonjour Émilie qui nous rejoint. Bonjour. Présent. On est au complet, on va pouvoir commencer cette deuxième table ronde. Je vous rappelle que vous avez toujours les onglets importants en bas à droite, l'onglet questions pour nous poser directement des questions, l'onglet chat pour échanger aussi entre vous, et l'onglet sondage parce qu'un sondage va aussi apparaître dans un instant concernant cette table ronde. Ça y est, il est là. Avez-vous envie d'écouter un podcast produit par une marque de sport, un club, un événement, une ligue, une fédération, un équipementier ? Oui, si c'est une marque de sport qui m'intéresse. Oui, s'il raconte des histoires sans faire de pub. Non, ça cache forcément de la pub, de la com. Non, même si c'est une marque que j'adore, vous pouvez cocher donc éventuellement plusieurs choix. Et puis pour vous faire un avis sur la question, parce que vous ne savez peut-être pas encore ce qui se cache vraiment derrière ce fameux podcast de marque, vous allez pouvoir écouter l'échange qu'on va avoir dans un instant. La thématique donc, c'est le podcast un nouveau moyen de communiquer pour les marques de sport, puisqu'il est question de communiquer. Je suis en compagnie d'un expert de la communication et du marketing dans le sport, c'est Nicolas Bourreau. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexis, merci. Nicolas, tu envoies chaque semaine une newsletter qui fait référence dans le milieu et qui s'appelle Hello Sport Biz. Est-ce que tu peux nous dire un mot ? Oui, exactement. Depuis septembre 2020, j'envoie une newsletter B2B spécialisée sur le sport business à aujourd'hui plus de 3300 abonnés. Une newsletter en français, donc bien entendu des abonnés francophones sur une thématique du sport business qui est plutôt anglo-saxonne, mais avec une audience très engagée et très qualifiée qui est avide d'informations, avide de découvertes. C'est vrai que tu as souvent ce regard de nous proposer des exemples concrets de choses qui se sont déjà vues à l'étranger et qui peuvent éventuellement donner des idées en France. Et c'est un décalage qu'on connaît aussi parfois dans le podcast. On sait qu'on a toujours quelques mois ou années de retard sur ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Donc, c'est assez pertinent aussi d'avoir cette analyse-là. Tu seras donc l'expert de cette table ronde pour décrypter tous les enjeux dont on va parler et notamment des deux cas pratiques de marques qui ont leur podcast et que je voulais absolument convier donc à cette table ronde. D'abord, Decathlon, représenté aujourd'hui par Sandrine Auvray, qui est en charge du projet audio pour la marque. Bonjour Sandrine. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir convié. C'est sympa. Merci. Alors, on peut dire un mot de Decathlon, Sandrine, mais je pense que tout le monde connaît la marque. Est-ce que tu peux en revanche présenter peut-être un peu plus en détail le podcast de Decathlon ? Oui. Alors, le podcast de Decathlon, à la base, on était parti sur deux idées. Il y avait deux chaînes. À l'origine, il y avait deux chaînes. Il y avait les conseils de sportifs, qui était plutôt un podcast pour accompagner le sportif dans sa pratique, l'aider à se remettre au sport, tout simplement, ou répondre à des questions qui se posent sur la santé, le bien-être, l'alimentation. Donc, quelque chose d'assez simple, pragmatique. Et la seconde chaîne de podcast créée, là, on était plutôt sur des grandes histoires de sportifs ou de sportives ou des grandes aventures. Voilà, plutôt. J'ai souvent tendance à dire que ce sont des gens ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires, donc dans l'univers du sport. Donc voilà, donc deux chaînes à l'origine qui maintenant, depuis quelques mois, ont fusionné. Donc entre des formats courts et des formats longs. On va avoir l'occasion de détailler tout ça. Pour illustrer ce dont on parle, on peut même écouter un extrait. Les conseils de sportifs, épisode 66. Bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. Je te propose de nous expliquer simplement qu'est-ce que la VO2. Alors effectivement, la VO2, c'est juste un sigle scientifique pour représenter ce qu'on appelle la consommation d'oxygène. On consomme tous de l'oxygène pour vivre. Et ça, à tout moment de notre vie. Quand on dort, quand on marche, quand on court, quand on fait de l'activité sportive, on consomme de l'oxygène. Eh bien, cette VO2, c'est juste le sigle scientifique pour parler de cette consommation d'oxygène. Et il y a une VO2 au repos et une VO2 max. Voilà une illustration d'une thématique sport et santé qui est chère au podcast de Decathlon. Également avec nous, Émilie Obadia, qui est responsable marketing chez Jacques Vabre. Bonjour Émilie. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Ravi de t'accueillir
également. Alors vous vous dites peut-être, Jacques Vabre, qu'est-ce qu'une marque de café à avoir avec le sport? Et qu'est-ce qu'une marque de café fait ici? Eh bien si, puisque Jacques Vabre est le partenaire titre d'une grande course de voile que vous connaissez sûrement, la Transat Jacques Vabre, et la marque de café, l'année dernière, a décidé d'activer, comme on dit, son sponsoring avec un podcast. Émilie, tu peux nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Tu l'as bien dit, Alexis. En effet, Jacques Vabre, c'est une marque de café qui est dans le cœur des Français depuis plus de 50 ans, qui a un vrai savoir-faire et une passion dans la sélection des origines. Mais c'est aussi une marque qui est ancrée dans le sport de façon de façon historique et de façon très forte, puisqu'en fait, c'est la marque qui a créé la Transat Jacques Vabre avec la ville du Havre en 1993. Et c'est une course en fait qui retrace la route du café qui était empruntée par nos marchands au XVIIe siècle. Donc, fort de cet ancrage à la fois dans le café et dans l'univers sportif, on a décidé en fait pour la 15e édition de la Transat Jacques Vabre qui avait lieu en octobre 2021 de continuer à créer, de promouvoir toujours plus le lien qu'il y a entre les cafés Jacques Vabre et la Transat Jacques Vabre. Et pour ça, en fait, il y a eu toute une co-réflexion, une co-construction entre la Transat Jacques Vabre, avec toi notamment Alexis, et les cafés Jacques Vabre pour proposer une aventure auditive, inédite aux consommateurs, où on a créé les podcasts Un café pour la route, où il y avait 12 épisodes avec des contenus qui étaient riches, qualitatifs, des histoires super passionnantes, des anecdotes pleines d'émotions et des sujets très variés, où on parlait des marins, où on avait des sujets qui étaient plus autour de la RSE, ou encore des sujets qui touchaient l'univers du café, où on revenait sur l'origine de la route du café. Ouais, effectivement, il se trouve que je connais plutôt bien ce cas précis de Un café pour la route, puisque c'est moi qui ai eu la chance de le produire et de l'animer pour Podio, avec plein d'enseignements très, très constructifs qu'on a pu tirer et dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Déjà comme ça, à brûle-pourpoint, quel regard vous portez chacune sur ces différentes démarches, peut-être notamment Sandrine, sur la démarche de Jacques Vabre? Elle est... je vais pas me positionner, enfin, je vais pas, comment dire, avoir un point de vue tranché, mais c'est vrai que c'est très différent. En fait, en tout cas, le positionnement de Jacques Vabre, je vais y arriver, est assez différent du chemin que l'on a pris nous, puisqu'effectivement, donc ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on a lancé le podcast chez Decathlon, et on est sur une régularité de diffusion. En fait, on n'est pas sur une série liée à un événement, mais effectivement, on est plutôt là dans une démarche d'accompagnement d'une manière hebdomadaire. Enfin, chaque semaine, on est dans la vie du sportif ou de la sportive, soit par un conseil, soit par une aventure. Donc la démarche, elle est différente, mais elle est tout aussi intéressante et légitime, en fait. Je sais que tu es une grande supportrice, Sandrine, des podcasts de marque, que tu incites beaucoup les services marketing comme à se lancer là-dedans. Donc, j'imagine que c'est aussi une satisfaction en tant qu'actrice du podcast de marque de sport de voir que comme Jacques Vabre se lance dans cette aventure-là. Carrément, carrément. Je milite chaque jour pour que les marques, effectivement, produisent et diffusent du podcast, parce que pour moi, c'est un merveilleux moyen d'emmener les gens, d'emmener les marques, de valoriser une marque, travailler la notoriété. Il n'y a que des vertus de toute façon sur ce format. Donc voilà, donc Jacques Vabre, c'est une autre manière d'aborder le podcast, mais elle est tout aussi chouette en tout cas. Émilie, à l'inverse, comment tu observes cette démarche de longue date de Decathlon, de cette lancée qui a ouvert la voie presque dans les marques de sport? Oui, je pense qu'en effet, Sandrine l'a bien résumé, c'est une démarche qui est très différente de ce que nous, on a pu commencer à initier sur la marque Jacques Vabre, où c'était plutôt un one-shot, là où en fait j'ai le sentiment que pour Decathlon, c'est une démarche long terme, régulière, je crois que tu peux t'aviser quasi toutes les semaines, donc un espèce de fil rouge. Et la question que je me pose, c'est derrière comment, du coup ça va être beaucoup de contenu, et je me pose la question comment du coup vous arrivez à le relayer, comment vous arrivez à le médiatiser, parce que ça a été aussi un enjeu pour nous, mais sur une petite durée, et du coup là sur quelque chose qui prend beaucoup plus d'ampleur, à la fois en termes de contenu et à la fois en termes de temps, ça m'intéresserait. Voilà, c'est la question que je me pose là spontanément. Est-ce que je peux répondre à la question, Alexis, N'hésitez pas à interagir. Tu as carrément raison, Émilie. Alors, au départ, c'était un test. Au départ, on était parti pour faire une série de 6, 7. Et puis, finalement, on s'est dit que voilà, ça démarrait très bien. Donc, finalement, on a perduré. Il faut quand même savoir que chez Decathlon, on a un site qui s'appelle Conseil Sport. Sur ce site, il existe du contenu, principalement des articles, des conseils écrits. Et c'était un petit peu la base, c'était un petit peu ma bibliothèque, ma source
pour produire du contenu de podcast. C'est là-dessus que je me suis basée au départ, en me disant, voilà, on a toute cette matière qui est écrite, il y a de la vidéo maintenant, mais il y a toute cette matière écrite, on a carrément la matière pour la transformer en audio. Donc déjà, on avait tout ce paquet-là à transformer en audio. Et ce qui fait que j'ai ce site web à dispo pour mailler. Tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, mais effectivement, il l'a très bien dit, cette histoire de maillage dans un écosystème de marque. Aujourd'hui, les podcasts que je produis, effectivement, vivent sur les grandes plateformes d'écoute, mais pas seulement. Ils vivent à travers ce site Conseil Sport. Donc, soit moi, je me raccroche à eux ou eux se raccrochent à moi. Ensuite, tous les sports présents chez Decathlon, ça doit être à peu près 70 sports, ils ont chacun leur service de communication. Donc là, c'est à moi aussi d'aller pousser mes contenus, ou alors ils vont venir les chercher pour être poussés sur les réseaux sociaux, pour être poussés dans des emailing de post-achat, dans des newsletters. En fait, moi, je suis un peu en transversal. Soit on va venir chercher mes contenus, soit moi, je vais les pousser. Mais effectivement, la démarche que j'ai eue, ce qui était quand même important, c'est d'avoir tout cet écosystème autour de moi. Sinon, si c'est juste pour produire, hein, comme j'ai oublié le prénom de la personne juste avant moi. Mais... Aude, ouais. Pardon ? Aude, oui, j'avais un doute, je n'ai pas osé dire. Donc Aude, elle le disait très justement, produire, c'était très bien, mais si finalement, derrière, il n'y a pas toute la partie pour le rendre visible, ça n'en vaut pas la peine. Et après, par contre, il y a le gros travail de médiatisation. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure parce qu'effectivement, Oui. il y a cette première étape d'idéation, il y a la réalisation, la production, et il y a ensuite cette amplification qui est hyper importante. Oui. Je précise que dans le chat, on a posté le lien de conseilsport.decathlon.fr et notamment la page qui pointe vers les podcasts et également le lien pour aller écouter Un café pour la route si vous ne connaissez pas encore. D'un point de vue un peu plus extérieur et peut-être un peu plus théorique, Nicolas, je me tourne vers toi maintenant et aussi pour poser les bases de toute la discussion. Quels intérêts tu vois, toi, pour une marque de communiquer de cette manière par le podcast ? Ce qui est déjà intéressant par rapport à ce que Sandrine et Émilie ont dit, c'est qu'il y a une approche du podcast qui est complètement différente. Sandrine a une approche du podcast sur une construction et un étoffage de marque sur un temps beaucoup plus long, sur un aspect de pérennisation, alors qu'Émilie est plus sur une activation d'un actif sponsoring et donc sur la création d'un univers éphémère. Et l'aspect d'aventure était assez intéressant dans ce qu'elle a pu partager parce que c'est vraiment l'accompagnement sur une période donnée d'une audience qui vit un peu la même aventure et comment on arrive à l'accompagner. Donc c'est vrai que le podcast, c'est pas une seule et simple utilisation. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça s'inscrit dans une tendance assez générale de les marques deviennent leurs propres médias. Et puis au-delà des marques, c'est un peu aujourd'hui, tout le monde devient son propre média. Vous et moi avons tous les outils à disposition pour communiquer nous-mêmes. C'est surtout communiquer nous-mêmes, c'est surtout communiquer autrement. Et c'est très différent finalement, ça, de la communication traditionnelle qu'on a connue avant. Même si, soyons bien réalistes, le podcast reste une communication descendante. Attention, ce n'est pas forcément participatif, donc il y a quand même quelque chose de traditionnel. Malgré tout, ce qu'une marque arrive à faire et ce que les marques font grâce au podcast, c'est de créer un univers. Et ça, c'est primordial. Autour de la marque, plutôt que de parler de ses produits, on parle d'un univers assez global et on embarque une audience non pas dans la marque ou dans un produit, mais dans un univers beaucoup plus global, ce qui permet aussi, soyons réaliste d'un point de vue marketing, de toucher des audiences plus larges. On ne fait pas un podcast simplement pour faire un podcast. Il y a quand même des objectifs de communication, de marketing et business in fine. Mais en tout cas, on le fait au départ, pas avec une envie de transformation directe. On le fait pour créer un univers de marque et c'est exactement ce que demandent les audiences aujourd'hui. Qu'on puisse contextualiser la marque et par ricochet ses offres également. Donc ça, c'est le premier point théorique très, très important. La deuxième grande valeur ajoutée du podcast, c'est l'authenticité.
Et c'est ce que demandent aussi les audiences. C'est votre marque aujourd'hui, enfin avant, elle était représentée comment? Il y a un nom, un logo, et puis parfois pas grand-chose d'autre. Là, vous avez des gens, vous écoutez des gens. Et puis Sandrine le faisait remarquer, elle avait déjà toute la matière à disposition, la matière écrite, mais pourtant, pour un même texte, l'écouter ou le lire, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Même si c'est la virgule près, l'audio peut vous faire passer des émotions, et puis l'audio permet de créer une certaine sérénité, un imaginaire. Vous écoutez quelqu'un parler, vous créez une image de lui, et vous créez une image de la marque au bout du compte, et on va sur quelque chose qui est très important pour les marques aujourd'hui, c'est la personnification de leur marque. Pourquoi? Parce qu'on cherche l'authenticité, on cherche le lien avec le consommateur, et aujourd'hui, le consommateur ne se connecte pas avec une marque, il se connecte avec des individus. Donc, il est aussi important de personnifier au maximum la marque. Et puis, dernier point très, très important, c'est que même quand on est un communicant ou un marketeur chez l'annonceur, donc chez les marques, on oublie souvent que les experts de la communication nous rappellent que ce que les fans et les clients retiennent le plus, c'est votre signature sonore. Les slogans sont une chose, les logos sont une chose, mais ce que le cerveau retient le mieux, c'est la signature sonore de votre marque. Et donc, dans ce sens-là, le podcast est aussi quelque chose de très intéressant pour la notoriété de la marque et la mémorisation de la marque. Tout a été dit, j'ai beaucoup acquiescé pendant les 3 points de Nicolas. J'ai vu que Sandrine et Oui. Émilie également, donc je pense qu'on est tous assez d'accord sur ça. Si je peux dire juste une petite chose, le point numéro 2 de Nicolas, enfin je valide tout ce qu'a dit Nicolas, le point numéro 2, c'est vrai qu'à l'origine du podcast de Decathlon, mon envie c'était de valoriser aussi les personnes qui travaillent chez Decathlon, parce qu'il y a beaucoup que ce soit les personnes en magasin, en entrepôt ou en service, bien souvent ce sont de grands sportifs, de grandes sportives qui travaillent sur les produits, qui travaillent en magasin, etc. Et j'avais envie aussi de les mettre en valeur, de faire entendre voilà, nos auditeurs ou nos clients qu'effectivement, ces gens qui travaillent pour cette marque sont eux réellement passionnés de sport et ils mettent tout, voilà, leur corps et leur âme. Et il n'y a pas un meilleur format que le podcast ou l'audio pour rendre accessible ces histoires ou ces conseils. Voilà. Donc humaniser effectivement et puis rendre accessible la proximité aussi, l'appartenance à une enseigne, à une marque. Et aussi, Émilie l'a dit tout à l'heure rapidement, faire passer des messages, de mettre en avant les valeurs de vos marques respectives. Je voudrais justement qu'on écoute un petit teasing d'un épisode de Un café pour la route et vous allez comprendre pourquoi. Quelqu'un qui fait le tour du monde et qui n'a pas envie de protéger l'océan, c'est qu'il y a des fils qui ne sont pas connectés à mon avis. On a ce devoir-là en tant que marin de se dire, voilà, on a un espace de médiatisation qu'on nous offre, il faut qu'on montre, qu'on tente des trucs, quoi. Si on le fait pas, moi je dormirais moins bien, quoi, tu vois. C'est donc un extrait de l'épisode 4 du podcast qui s'intitulait « Un terrain de jeu à protéger » et qui parlait de protection de l'environnement, un sujet qui est évidemment cher aux skippers de la Transat Jacques Vabre, notamment à ces deux-là, mais aussi à la marque Jacques Vabre. Et mine de rien, faire passer ce message RSE au travers d'une discussion passionnante d'une 30aine de minutes avec 2 marins qui traversent les océans et qui font le tour du monde, c'est particulièrement impactant comme façon de le faire, Émilie. Oui, tout à fait. En fait, on a vraiment cherché par ces podcasts en fait, à créer des épisodes qui retracent des histoires humaines, des histoires, en fait, des anecdotes, et en fait, à faire passer de l'émotion. Et en fait, c'est vrai qu'on a réussi à aussi parler de sujets type la RSE, qui ne sont pas forcément des sujets évidents, mais le podcast, par sa dimension auditive, du coup, Nicolas le rappelait, ça donne une certaine sérénité, il y a un imaginaire qui se crée. Mais en fait, finalement, l'ensemble de ces sujets peuvent être évoqués là où, en fait, ils pourraient être ça pourrait être un peu froid parfois ou pas forcément avoir voilà. Du coup, je trouve que le podcast fait passer finalement tout type de sujet que d'autres médias ont peut-être plus de mal.
Donc en effet, c'était vraiment notre enjeu de parler de plein de sujets. On a vu celui-ci qui était autour de la protection des océans et du développement durable, mais on a eu aussi des super podcasts sur des duos de skippers, sur des histoires de famille. J'ai souvenir de celui avec Franck Yves et Kevin Escoffier qui était incroyable. On a eu aussi des sujets qui touchaient l'univers du café. Avec l'origine de la route du café, le café et le sommeil à bord. Donc, le handicap, la place des femmes, enfin voilà, des thématiques qui sont très liées à l'entreprise aussi. Exactement. Et on sait que les podcasts, en fait, ça nous permet aussi d'aller toucher une cible jeune et sur des sujets RSE. Et ça aussi, c'était un de nos enjeux. Et on sait que les podcasts sont un moyen aussi d'atteindre cette cible-là. Oui, je valide ce que tu dis, Émilie, sur la cible des jeunes, effectivement. C'est un format qui permet de toucher une cible plus jeune. Ah ouais, nous, ça a été vérifié, validé. On sait que ça vraiment, que quantitativement, ça a touché une cible jeune. Alors, quand je dis jeune, 18-35 ans. Mais en tout cas, ça, c'est un vrai point, et je pense que c'est d'autant plus important pour les cafés Jacques Vabre et pour la Transat Jacques Vabre d'arriver à s'adresser à une cible plus jeune et à créer un intérêt pour la course. Alors, on a beaucoup parlé de l'idée de départ, de la conception. On va arriver maintenant à l'étape de la réalisation et de la production. Est-ce que rapidement, peut-être Sandrine d'abord, côté Decathlon, est-ce que tu peux nous expliquer comment sont produits les podcasts de Decathlon ? Aujourd'hui, j'ai un partenaire avec qui je travaille depuis le début. Voilà, c'est une agence qui s'appelle Pipo et Lola, qui ont eu d'abord une expertise radio, et je les ai emmenés sur le terrain du podcast finalement. Tu as emmené tout le monde sur le terrain du podcast, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, j'ai emmené tout le monde sur le terrain du podcast. Mais aujourd'hui, il y a un moite-moite, c'est-à-dire, alors il faut savoir que chez Decathlon, on a un ADN un petit peu particulier. C'est vrai qu'on aime bien quand même mettre les mains dans le cambouis, enfin faire avec les autres. C'est quand même peut-être très rare que l'on délègue tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui porte les conseils. Alors, pas les grands formats, mais les conseils, effectivement, c'est ma voix. Vous avez entendu tout à l'heure, c'est horrible d'ailleurs de s'entendre. Bref, mais il y a un moite-moite, c'est-à-dire que je travaille avec des partenaires, des gens qui savent faire. Et aujourd'hui, moi, avec ma petite expertise de 2 ans, voilà, je compose tout ça avec eux. Mais ce que je sais faire aujourd'hui, je le fais. Ce que je ne fais pas bien, je le fais faire par des professionnels, on va dire. Voilà, mais je suis accompagnée, on va dire 50-50. D'accord. C'est la bonne réponse, c'est la réponse que tu veux. C'est la très bonne réponse. Je ne vais pas poser exactement la même question à Émilie parce que j'ai une vague idée de qui se cache derrière la production, et je salue également Mathieu Viguier et Louis Chabin qui ont travaillé sur ce projet avec moi. Mais je voudrais aussi, Émilie, parler du travail en collaboration avec un autre acteur qui est l'agence Idée Actif, et on va en venir justement à une autre étape très importante qui est la médiatisation et même l'événementialisation en l'occurrence. Parce que le travail d'Idée Actif a été aussi de mettre en valeur le podcast, c'est-à-dire qu'on a, côté Podio, on a produit la matière, le contenu, mais ensuite, il a fallu le diffuser, l'amplifier et donc l'événementialiser sur le village départ au Havre. Tout ça, toute cette stratégie, est-ce que tu peux nous en parler, Émilie, parce qu'elle est, je ne vais pas dévaloriser le travail de production, mais elle est presque plus importante en fait que produire du contenu. Oui, en tout cas, les deux sont importants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé le contenu, il fallait absolument qu'on arrive à le médiatiser. Et du coup, en fait, alors on l'a fait à la fois en effet par le village au Havre, où en fait on a enregistré des podcasts sur le stand des cafés Jacques Vabre du village de la Transat Jacques Vabre, mais on l'a fait aussi par un plan de médias avec notre agence notre agence média Havas pour finalement aller cibler les bonnes personnes et créer du coup de l'engagement et de l'intérêt pour les podcasts. Du coup, il y a vraiment eu ces deux approches, à la fois très événementiel au moment du village et à la fois par un plan média où en fait on avait alors d'abord 4 épisodes en amont de la Transat Jacques Vabre où là en fait on a eu un plan où on s'est plutôt focusé sur les réseaux sociaux pour aller inciter à cliquer et écouter l'épisode. Et puis après, en fait, il y a eu toute une phase d'accélération pendant la Transat Jacques Vabre
comme je vous le disais, donc 8 épisodes qui ont été enregistrés pendant les 8 jours du village, où là, en fait, on a accompagné cette médiatisation par un plan média ciblé, où on a été sur les plateformes d'écoute de podcast, donc vraiment d'être au bon endroit pour cibler aussi les bonnes personnes qui avaient un intérêt pour le sport, mais aussi les bonnes cibles socio-démo. Donc, on a vraiment eu ces deux approches, ce qui nous a permis de maximiser la médiatisation. Et donc, pour répondre très concrètement à la question de Sarah dans l'onglet questions sur ce sujet-là, on l'a fait, hein, Émilie, mais je vais résumer et récapituler. Donc, l'onglet, on va dire, événementialisation sur site avec cette petite podcast box qui avait été installée sur le village, des QR codes également pour aller écouter directement le podcast qui était placé dessus, des QR codes aussi sur les paquets de café pendant l'opération, également un jeu concours pour gagner un voyage en Martinique lié au contenu du podcast. Je complète un petit peu la réponse, Émilie. Et effectivement, ensuite, des achats d'espace média sur les réseaux sociaux, des partenariats d'influence avec d'autres podcasteurs. Il y avait vraiment une offre hyper complète et hyper globale. Ouais. Et je crois que c'est un sujet qui te tient aussi beaucoup à cœur, Sandrine, et j'imagine que c'est une réponse qui t'intéresse notamment. Quel est ton point de vue, toi, sur ça, et notamment le cas pratique des podcasts Decathlon ? La médiatisation, ouais, c'est un beau sujet parce qu'effectivement, découvrir le podcast aujourd'hui, c'est encore pour moi un gros, enfin pour nous tous, un gros problème. Ça reste quand même encore un format de niche, hein, donc c'est encore problématique. Mais en ce qui concerne Decathlon, en tout cas, nous au départ, on n'est pas parti. Déjà, il n'y avait pas un événement comme ça en lien, hein, donc, parce qu'on était plutôt en mode test and learn. Mais donc, on n'est pas parti avec une stratégie très ambitieuse. On a plutôt testé des petites actions au fil du temps. Puis, on avait tout cet écosystème Decathlon. Malgré tout, là, depuis un an et demi, j'ai un plan média à l'année où je teste des choses. On a parlé tout à l'heure de Podinstall, Acast pour de la régie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Podmust aussi, qui a une bibliothèque aussi de podcasts. Spotify, Ad Studio. Enfin voilà, en tout cas, aujourd'hui, il y a plein d'outils ou d'acteurs qui peuvent nous permettre effectivement de rendre plus visibles nos podcasts. Moi, je teste des petites campagnes comme ça. Voilà, pendant un mois, je vais tester une campagne, je vais regarder ce que ça donne pendant 2 mois, j'arrête, et etc., quoi. Mais pour moi, c'est un incontournable parce que sinon, c'est vraiment très, très compliqué de sortir la tête de tous ces podcasts qui sortent je sais pas, tous les 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a un podcast qui sort, mais c'est quand même très compliqué. Et j'ai envie même de dire que ce n'est pas parce qu'on s'appelle Decathlon que le podcast est sorti number one, quoi. Enfin, loin de là. Loin de là. Donc, après, il y a des tips et des astuces qu'on connaît tous et toutes. Je pense pour effectivement être le meilleur ami des plateformes, hein, comme la récurrence de publication et de diffusion, par exemple. On sait que certaines plateformes ont leur algorithme, je pense, qui font que si il y a des tips et des astuces pour sortir. Mais malgré tout, j'ai envie de dire que c'est une bataille de tous les jours. Je vais vous demander à toutes les deux votre retour d'expérience à des échelles différentes, forcément, Sandrine et Émilie. Mais avant ça, Nicolas, je me tourne vers toi. Puisqu'on va parler de chronologie là, juste après, il y a un intérêt beaucoup plus marqué pour l'audio et le podcast. Alors évidemment, ça s'est initié avec les confinements de 2020 et ça s'est confirmé en 2021. C'est notable aussi dans ce que toi, tu peux observer et analyser, cette tendance de l'audio. Oui. La tendance de l'audio en ce moment, elle découle de 2 points assez importants. Le premier point, c'est paradoxalement, c'est cet aspect d'infobésité, parce que l'audio a un avantage, c'est qu'il vient en surcouche de ce que vous pouvez faire. Donc c'est pour nos cerveaux qui sont submergés d'informations, lui dire qu'il va pouvoir faire quelque chose en écoutant autre chose. C'est merveilleux, vous le gavez d'informations, il adore ça, c'est de la dopamine pour lui. Et donc, lui expliquer qu'il n'aura pas besoin de s'investir énormément en énergie pour consommer un contenu. Le contenu audio, c'est quand même un des contenus qui se consomme le plus facilement sans que le cerveau ait un besoin d'énergie énorme. Ça a beaucoup aidé. Cette infobésité, paradoxalement, aide le podcast. Le deuxième point qui aide le podcast, ça a été
la crise sanitaire, Sandrine l'a expliqué, vous vous retrouvez avec plein de collaborateurs chez eux, ou c'était Anne avant, je ne sais plus. Vous avez plein de collaborateurs chez eux, vous avez plein de clients chez eux également. Ben, il faut faire en sorte que chacun puisse continuer à parler, à échanger. Et le gros avantage du podcast, c'est que c'est beaucoup moins lourd à produire qu'un contenu identique en vidéo. Et puis, c'est aussi très accessible. Alors, accessible à l'écoute, je viens de l'expliquer, mais aussi accessible à la production. Un contenu vidéo, vous engagez pas tous vos collaborateurs dans un contenu vidéo. Il y a le track, il y a l'image de soi. Sandrine dit que c'est déjà compliqué de s'écouter. Se regarder, c'est encore pire. Et surtout, jouer, enfin être face caméra, vous avez une appréhension qui est beaucoup plus grande. Le podcast reste quand même plus simple. Vous êtes un peu caché derrière votre voix, et donc vous avez une possibilité d'engager plus facilement vos collaborateurs aussi, et donc de partager des informations qui sont authentiques. Et c'est l'important d'authenticité. C'est le troisième gros point qui fait que le podcast et l'audio explosent. Mais parce que le podcast, c'est des gens qui parlent à d'autres gens, et la possibilité que votre audience se reconnaisse dans la personne qui est en train de lui parler, eh ben, elle est beaucoup plus importante que lorsque c'est une marque, ou même que lorsque c'est un article d'expert. Parce que l'expert, quand vous le lisez, vous l'imaginez beaucoup plus grand que vous, beaucoup plus intelligent que vous, et beaucoup plus éloigné que vous et de votre quotidien. Quand vous avez une personne qui parle, vous l'entendez, et là, tout de suite, la proximité, elle est bien plus importante. Donc, ça fait 3 points qui font que l'audio et le podcast explosent, alors que, il faut le dire aussi, et le podcast, c'est pas quelque chose de très récent, et je trouve que, Alexis, tu as parlé du QR code. En fait, le QR code et le podcast, c'est la même chose. C'est-à-dire que le QR code et le podcast, avant le confinement, étaient vus comme des choses plutôt has-been. Et aujourd'hui, ce sont des choses hyper modernes, alors que ce sont des choses qui sont… c'est une technologie qui est éprouvée et qui n'est pas moderne, mais qui est qui n'est pas innovante, mais qui, pour le coup, est complètement moderne. J'allais vous poser la question, Sandrine et Émilie, du retour d'expérience avec deux logiques différentes, une logique de long cours côté Sandrine et plutôt une logique de one-shot événementiel côté Émilie. Mais au passage, Nicolas a ouvert le sujet de la production et du budget qu'on accorde à la production. Je pense qu'on peut l'inclure dans cette même réflexion sur le retour d'expérience. Et j'y ajoute également la question d'Anthony, qui nous demande, Sandrine et Émilie, le ROI, donc le retour sur investissement, est compliqué à mesurer. Ça sourit déjà. Comment avez-vous réussi à convaincre en interne sur l'investissement dans le média podcast? Donc, j'ouvre une thématique un peu plus globale sur quel budget, sans forcément rentrer dans les détails, mais quel type de budget on accorde à ces projets de podcast, et quel retour sur investissement on peut mesurer dans les deux cas. Sandrine, peut-être? Alors, ROI, moi j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Hein. J'ai coupé ma messagerie à tout jamais, et puis voilà, c'est tout. Et puis 2 ans après, j'ai repris contact. Non, mais c'est compliqué. Oui, ça a été une des premières questions qu'on m'a posées, mais honnêtement, il n'y a pas de réponse. Enfin, il n'y a pas de retour sur investissement. Je n'ai pas dit, je vais faire un podcast et puis on va vendre 3 paires de baskets derrière. Moi, je pense ça, peut-être que je me trompe. Nicolas, j'aime beaucoup ce que tu dis, donc tu auras peut-être une autre réponse à ajouter ou à compléter, mais quand on s'est lancé dans le podcast, ça n'était pas la vocation, l'objectif n'était pas de vendre des produits derrière. On était là pour faire un format d'accompagnement, un format supplémentaire avec les autres médias. La boucle était bouclée avec de la vidéo, avec du contenu écrit, et un format peut-être plus moderne, avec une cible plus jeune, et c'était pour compléter cette offre. Et c'est plutôt un média, moi je dis, d'attachement, de notoriété, de fidélisation, sachant que Decathlon est toujours dans le top 3 des enseignes préférées des Français, et pareil pour les collaborateurs. Donc, je sais que c'est compliqué, le ROI, mais… il n'y a pas de retour sur investissement au niveau, en tout cas en ce qui me concerne au niveau business, c'est tout. On offre un format qui permet de faire vivre une expérience
où je donne de l'accompagnement, je remets les gens au sport. Voilà. Moi, l'objectif de Decathlon, pas Sandrine, mais l'objectif de Decathlon, c'est d'accompagner les sportifs dans leur pratique, de rendre accessible le sport à tous et à toutes. Point final. Si on part en se disant on va faire du podcast parce qu'il y a un enjeu business derrière, ou alors je n'ai pas trouvé la réponse, hein, mais je suis désolée. Mais en ce qui me concerne, je sais que tu as partagé sur LinkedIn ces derniers jours une newsletter qui évoquait un peu ce sujet. Et qui, oui, de Pénélope Boeuf. Tout à fait, et qui se disait, après tout, quel est le retour sur investissement de mon changement de logo, Mais oui, c'est ça. nouvelle campagne sur les réseaux sociaux. On peut se poser la question à tous les projets, finalement. C'est très énervant. Émilie, peut-être. Oui, et Nicolas. Oui, je trouvais intéressant ce que disait Sandrine. Et alors, juste pour revenir, c'est vraiment, moi je trouve que le travail de Sandrine est en complète adéquation avec la stratégie de Decathlon. Et je trouve que la stratégie de Decathlon semble énormément à une stratégie d'une très grosse firme française, Michelin, mais pas Michelin d'aujourd'hui. Michelin à sa création. Et Michelin à sa création a fait quoi? Michelin à sa création a créé les panneaux sur les routes, a créé le guide Michelin. Ça fait pas ça, c'est pas vendre directement des pneus. C'est simplement Michelin a voulu faire tout ça. Pourquoi? Mais pour faciliter le transport pour les gens en voiture. Et ils savaient qu'en mettant tout en œuvre pour que les gens aillent facilement d'un point A à un point B en voiture, eh ben, ils avaient utilisé forcément des pneus. Donc c'est aussi ça, c'est par ricochet. Et la stratégie de Decathlon aujourd'hui, elle est là. Elle n'est pas de vendre des baskets, elle est de faire en sorte que les gens comprennent le sport, puissent s'approprier le sport pour eux. Et ensuite, on sait qu'ils iront consommer des produits. Alors, ce ne sera peut-être pas forcément des produits Decathlon, mais au bout d'un moment, sur la masse, il y aura des gens qui iront consommer du Decathlon. Donc, c'est vrai que le ROI, non, Sandrine, elle ne vend pas de paire de chaussures. C'est sûr que si on l'évalue sur ça, ça sera compliqué. Et par contre, sur cet aspect de création d'univers, c'est complètement différent. Et sur la pérennité, sur le long terme, c'est une autre histoire. Ça, c'est très intéressant et encourageant. Émilie, au global, sur le retour d'expérience côté Jacques Vabre et JDE. Oui, alors du coup, pour reprendre les différents points et les différentes questions, le premier point, je me disais, en fait, alors nous, on a eu des bons résultats sur cette campagne. Honnêtement, bien meilleur que ce qu'on pouvait espérer. On a eu près de 30 000 écoutes de nos podcasts. Franchement, si on s'était dit, si on arrive à 10 000, on sera content. Il y a des épisodes qui ont atteint plus de 4 500 écoutes. On a été à un moment dans les top 10, top 3 des podcasts sport sur différentes plateformes. Donc, franchement, on était très agréablement surpris par ces très bons résultats. Je pense après que en termes de ROI, pour répondre à la question, en fait, il faut qu'on le prenne dans un ensemble, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'actions et que l'ensemble doit rester, nous a permis d'être très cohérent, en fait, de créer ce podcast, un café pour la route. En fait, ça a été cette thématique, un café pour la route, qui a pu être concrétisé par les podcasts, mais qui après a vécu dans les points de vente auprès de nos clients, qui a vécu en jeu conso, tu le rappelais Alexis, qui a vécu sur le village. Donc en fait, ça nous a permis aussi d'avoir un 360 très cohérent et aussi, bien sûr, qui était notre objectif, d'arriver à recréer ce lien naturel, intrinsèque qu'il y a entre Jacques Vabre et la Transat Jacques Vabre, de façon la plus authentique possible. Donc difficile en effet de répondre à cette question de ROI, mais je pense qu'il faut le regarder dans un ensemble et pas de façon isolée. Et après, il y avait le point aussi du budget. Sans dévoiler en fait le budget, je pense qu'en tout cas, dans la façon dont on a essayé de travailler, nous, sur le podcast Jacques Vabre, Un café pour la route, c'était de se dire, on sait que les podcasts, c'est pas non plus très onéreux à produire comme peuvent être la vidéo ou voilà, mais par contre moi je me fixe à chaque fois comme guidelines un rapport de 1 à 4 entre la production et la médiatisation. C'est-à-dire qu'à minima, il faut, quand je mets 1 euro en production, il faut qu'il y en ait 4 en médiatisation pour faire connaître au plus large. Sinon, en fait, ça devient confidentiel et du coup, en termes de ROI, forcément, c'est pas forcément très bon. Oui, je rejoins Émilie sur effectivement la répartition des budgets. S'il y a un conseil à donner, par le retour de mon expérience, c'est peut-être
pensons diffusion et médiatisation avant production. Bien souvent, on a tendance à faire l'inverse, même en vidéo, c'est un peu comme ça souvent. Mais penser effectivement, peut-être, je sais pas, l'autre jour, personne de chez Podmust, non, Podinstall, pardon, on disait, voilà, sur un budget 150, prévoyez au moins 50 pour votre médiatisation, quoi. Enfin, essayez en tout cas de bien répartir vos budgets. C'est hyper important parce que si on met tout l'argent dans la production et qu'il n'y a plus rien pour la médiatisation, ça va être compliqué. Enfin, il va falloir sortir les rames. De travailler la médiatisation au début, en fait. Tout à fait. En même temps, voire avant même la production. Ouais. Tout à fait. Voir où vont vivre ces contenus, où vont être visibles, où ils vont vivre. Ouais. On pourra en parler des heures. Tout à fait. Il est déjà midi, mais j'ai encore quelques petites questions à vous poser, notamment une question qui est dans le chat. Une question d'Ivan dans l'onglet questions, pardon. Quelle importance accordez-vous à la présence des podcasts sur un site internet d'entreprise? Alors peut-être que vous pouvez nous parler de vos deux cas de figure à vous. Sandrine, donc le podcast de Decathlon, il est présent sur le site via une page ou un écosystème un peu dédié, c'est ça? Il y a ce fameux site qui s'appelle Conseil Sport, voilà, qui est là pour accompagner le sportif, la sportive. Donc, à la base, oui, c'était ma bibliothèque de contenu sur lequel je pouvais m'appuyer et en plus m'appuyer aussi sur les sujets qui étaient importants en SEO, par exemple, parce que d'aller chercher des sujets qui étaient fortement requêtés. Aujourd'hui, oui, je pense qu'il est important pour une marque, une enseigne, même un indépendant, d'avoir effectivement ce site, cette plateforme web, pareil pour le référencement. Donc, oui, aujourd'hui, ça vit sur ce site-là et après, ça peut être maillé dans le complet écosystème Decathlon. Je pense que c'est un incontournable aujourd'hui pour une marque ou une enseigne, d'avoir au moins cette plateforme d'atterrissage. Alors, je crois que ce n'était pas le cas pour Jacques Vabre, Émilie, tu me dis si je me trompe, mais c'était compensé du coup par plein d'autres leviers, c'est ça? Oui, et c'est vrai que c'est un vrai bon point. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les podcasts ont été hébergés sur les différentes plateformes, mais pas dans un ensemble, ça n'a pas été maillé sur l'ensemble de notre écosystème digital. Et ça sera, je pense qu'on a fait l'étape 1, en fait, en 2021. Et en fait, il faudra qu'on passe aux étapes supérieures dans les années à venir. Et je pense que le cas de Decathlon est très, très juste et très cohérent. En fait, il faut que l'idée de maillage dans un ensemble d'un écosystème. Ouais. Après, voilà, j'avais la chance qu'il existait aussi. Oui. Mais moi, j'ai pas fait d'événement et j'ai pas fait chacun son truc. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est un fil rouge qu'on peut étendre encore beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire encore à date. Pour finir, et je vais vous demander des réponses assez rapides parce qu'on a déjà débordé un petit peu, répondre à la question globale du webinaire Podcast et Sport, un avenir radio pour l'interrogation, et un peu plus appliqué aux marques de sport en ce qui nous concerne. On sait que les marques du secteur du luxe, de la banque, de l'assurance ont beaucoup initié la démarche des podcasts Brain Content et Decathlon, qui étaient parmi les précurseurs. Est-ce que ça pourrait être autour maintenant des marques de sport? Est-ce que bientôt, tous les clubs, tous les événements, pourquoi pas les sportifs eux-mêmes, est-ce que bientôt toutes les entités de sport auront leur podcast de marque? Vos réponses rapides, peut-être commencer par Nicolas. Oui, c'est quasiment obligatoire. Alors, le sport est déjà très présent dans les podcasts. Vous parliez des clubs. Les clubs ne sont pas forcément très présents eux-mêmes, mais en tout cas, leurs supporters sont présents pour eux, aussi en représentant des marques. Donc, ça va être la capacité des clubs à pouvoir répondre à un besoin de leurs audiences sans essayer de passer un discours trop commercial. Et puis c'est pareil pour les marques. Je pense que Decathlon peut être un bon exemple là-dessus, vraiment créer un univers plutôt que créer un support de communication. C'est le principal. Émilie l'a fait aussi avec cet aspect d'aventure pour de l'activation. On n'est pas sur de la publicité directe, on est vraiment sur de la valeur ajoutée pour l'audience. C'est ce qui reste de tout ça. Et je pense qu'on est au bout du compte dans une stratégie très inbound. Et le sport va aussi venir sur cette stratégie. Les acteurs du sport, que ce soit les marques, les organisateurs d'événements, vont aussi venir de plus en plus sur cette stratégie pérenne pour Sandrine ou éphémère pour Émilie. Sandrine, un avenir radieux, en un mot? Oui. Oui, un avenir radieux. Et après, je mettrais quand même ce petit bémol qu'a ajouté quand même Aude tout à l'heure, sur cette partie, effectivement,
Médiatisation, enfin, je me souviens plus exactement de On y ses revient propos, toujours. mais voilà, L'audience. voilà, c'est ça. La découvrabilité aussi des podcasts. Ouais, la découvrabilité, c'est ça, la découvrabilité. Voilà, moi, j'aimerais que demain, quand on regarde des presse sur les podcasts avec les chiffres CSA, etc., qu'on n'ait plus uniquement du CSP+, 35 ans, habitants en grande ville. Enfin, voilà, je serais vraiment heureuse pour les podcasts de sport, de marque, tout, que tout ça s'élargisse, qu'on ouvre le podcast à beaucoup plus d'hommes, de femmes et des âges différents et des environnements différents, parce que voilà, je trouve que là, c'est encore très et trop restrictif à mon goût. Ça va être mon prochain challenge. Tiens. Émilie, pour finir. Ouais, en 32 secondes, du coup, je pense qu'en tout cas, les podcasts ont tous les ingrédients pour séduire le sport et les marques de sport. On a parlé, je me suis noté du coup, de proximité, on casse la distance, d'émotionnel, on a parlé d'authenticité, le côté aussi du coup d'arriver à transmettre en fait un imaginaire, etc. Et donc je pense que tout ça en fait fait que il y a tous les ingrédients en fait réunis pour que les marques de sport puissent s'en intéresser. Ouais. Et avec le point de la médiatisation, encore une fois. Bon, comme l'a dit Sandrine, on pourrait en parler encore pendant des heures. Ça tombe bien, le webinaire continue dans un instant avec d'autres thématiques. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour cet échange passionnant. C'était super d'avoir ces deux cas pratiques notamment à étudier. Et on espère qu'on a peut-être déclenché quelques envies de podcast de marques dans l'audience, évidemment. Podio sera ravi de prolonger cet échange si des marques de sport sont intéressées. Merci Sandrine, merci Émilie, merci Nicolas. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rappelle qu'il y a un sondage qui a été lancé également dans l'onglet sondage autour de cette table ronde. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à y répondre jusqu'à 13h. Et je vous invite donc à rester dans l'audience, vous, et à continuer à écouter le webinaire parce que dans un instant, il y aura une nouvelle interview avec Eric Karnbauer qui vous attend en compagnie de François Pinet. Eric Karnbauer est directeur général du groupe SoPress qui édite notamment Society, SoFoot et plein d'autres magazines et qui va vous parler de sa stratégie podcast parce que le groupe développe beaucoup de podcasts également. Restez donc connectés. Je passe la main tout de suite à François et à Eric qui va arriver dans un instant pour la suite du webinaire.